J'entendais des centaines d'âmes hurler, incapables de supporter ce qu'elles voyaient. J'ai été enlevé pour la première fois en 1987. J'avais 12 ans. Je dis enlevé, mais ce n'est pas vraiment comme ça. En fait, on y va de son plein gré. C'est effrayant, mais c'est aussi excitant, et ils arrivent d'une certaine façon à te faire sentir que tout va bien. Ce n'est que plus tard qu'on se sent mal ou qu'on a l'impression d'avoir été violé. Et ils ne font pas beaucoup d'examens du genre qu'on imagine, comme des viols ou autres. Ça, c'est des inventions d'Hollywood. Ils regardent parfois à l'intérieur des gens, mais ils utilisent des machines pour ça. Enfin, ce ne sont pas vraiment des machines, c'est plutôt comme une pièce où les choses se font et où les murs, c'est difficile à expliquer. Le plus simple, c'est d'imaginer que les murs sont comme des radiographies géantes. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Parfois, il y avait d'autres gens là-bas. Ils les examinaient aussi ou les endormaient pour leur ouvrir le corps, mais ce n'était pas fréquent. Ils prenaient des échantillons de tissu chez nous tous, je crois. Ils ne nous endorment jamais et ne donnent aucun anesthésiant. Ils te piquent simplement. C'est un peu comme les appareils qu'ils utilisent pour prélever des échantillons au fond de l'océan, sauf en miniature. Ils extraient des morceaux de toi. En général, ils le font au niveau des fesses ou du bas du dos. La plupart du temps, ils parlaient avec moi. Ils posaient des questions et me montraient des choses, comme des émissions de télé, et ils me demandaient ce que j'en pensais. Je pense que les murs mesuraient aussi nos réactions, un peu comme les rayons X. Je n'en suis pas certain, mais c'est l'impression que j'avais. Ils ne laissent jamais poser de questions sur ce qu'ils font. Même quand j'ai fini par devenir un peu plus proche de certains d'entre eux, ils détestaient qu'on leur pose des questions. Ils ne supportent pas ça. On ne peut pas comprendre leur langue. Ça ressemble juste à un long bourdonnement. Je suis certain qu'on ne pourra jamais communiquer avec eux dans leur propre langue. Je devrais préciser qu'il s'agit des gris, ceux dont on entend parler. Sauf qu'ils ne sont pas vraiment gris. Ils sont plutôt beiges, et ce qu'ils portent, ce sont des vêtements. Ils ne sont pas nus. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Des gens disent que oui, mais moi je n'ai rencontré qu'eux. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas les comprendre, mais eux nous comprennent. Ils peuvent aussi mettre des pensées dans notre tête, mais ils ne peuvent pas lire nos pensées. Il faut leur parler. Ils n'entendent pas très bien ou alors ils ne comprennent pas bien l'anglais, donc il faut parler fort et lentement. Je ne sais pas s'ils comprennent d'autres langues, mais je suis presque sûr que oui. Ils s'intéressent à nous tous, à tout ce qui se passe. Ils aiment pas mal de choses dans notre culture. Ils aiment certaines de nos musiques. Le bluegrass est leur style préféré, autant que j'ai pu voir. Ils adorent ça. Ils adorent aussi cet instrument africain qui ressemble à une gourde avec 13 cordes. Ils en raffolent. Mais ils détestent les cuivres et la musique avec des instruments à vent. Donc ils n'aiment pas la musique classique ni le jazz. Je pense que les trompettes ressemblent un peu à leur langue, c'est l'impression que j'ai, mais je n'ai jamais pu leur poser la question. Depuis 1987, ils m'ont emmené environ tous les 2 ans. À peu près. Parfois plus souvent. Et entre 1995 et 2000, ils ne m'ont pas du tout emmené. En général, ils me gardent pendant ce qui semble être une journée, mais en réalité ce sont plutôt 4 heures. La plus longue période que j'ai passée avec eux, c'était 3 semaines. Pendant ce temps-là, ils m'ont fait passer des appels téléphoniques et garder les apparences. Ce ne sont pas vraiment de mauvaises personnes, enfin je ne sais pas comment les appeler. Mais ils ne sont pas méchants. Il y en a 2 avec qui je me suis un peu lié. Ils m'ont dit de les appeler Jacques et Gina. Je ne sais pas s'ils sont mâles ou femelles, ou même s'ils ont un sexe. Mais je sais que ce ne sont pas leurs vrais noms. Ce sont juste des noms qu'ils m'ont donnés. Ils feront un contact officiel avec la Terre en 2021. C'est l'année où ils vont atterrir ici, ou coloniser, ou je ne sais pas trop quoi. Je ne connais pas exactement leur plan. Ils ne semblent pas mauvais ou dangereux. Leur planète est, d'après ce qu'ils m'ont dit, très loin. Ils n'ont pas réussi à m'expliquer à quelle distance,
parce que c'était trop loin pour que je comprenne et aussi proche du bord. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est resté dans ma tête. Leur foyer, trop loin pour que tu comprennes, mais aussi proche du bord. Ils m'ont dit qu'on n'avait rien qu'ils veulent. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi ils viennent ici, ni pourquoi ils nous prennent, ni pourquoi ils sont devenus amis avec moi. Ils n'ont aucune religion. Je ne crois pas qu'ils aient besoin d'oxygène, ni d'eau, ni d'arbres, ni de quoi que ce soit de ce genre. Ils ne mangent pas les humains. Je ne pense pas non plus qu'ils veuillent se reproduire avec nous ou nous modifier génétiquement. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mais ils viennent ici depuis au moins 10 ou 20 000 ans, je dirais. Je ne suis pas très calé en histoire ni en préhistoire. Mais ils ont des vidéos de tout un tas d'événements et ils m'ont montré des vidéos des Néandertaliens et des Cro-Magnons, qui étaient en fait exactement comme nous, sauf qu'ils avaient tous la peau noire, avec beaucoup moins de diversité, et plein d'autres créatures humaines ou proches de l'humain, des nous, en quelque sorte. Ils m'ont montré la construction des pyramides, et aussi un immense bâtiment en pierre qui, je crois, est perdu ou a été détruit. Mais il était en Europe, d'après la vidéo. Ils ont des vidéos d'eux en train de parler avec des gens de toutes les époques. Ils m'en ont montré et m'ont posé des questions dessus, mais je n'ai pas compris grand-chose, parce que je ne parle qu'anglais, et même l'anglais d'il y a 200 ou 300 ans est presque incompréhensible. Je leur ai dit qu'ils en savaient sûrement plus que moi sur tout ça. Je suis monté là-haut il y a 3 semaines. C'était la dernière fois. Je suis à peu près sûr que j'y retournerai dans 2 ans, mais je ne sais pas après ça. Le programme, ou peu importe comment ils l'appellent, va changer en juillet 2021. Je crois qu'ils ont dit le 8, mais c'était peut-être le 18. Je n'entendais pas très bien. Ils n'avaient pas l'air de vouloir me faire peur, ni même de me prévenir. Donc je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. J'espère seulement qu'ils ne montreront pas les vidéos de moi quand ils ont commencé à m'emmener, parce que j'étais jeune et terrifié, et elles sont très embarrassantes. J'étais sur un feu de forêt juste au sud du Dugway Proving Ground, dans l'Utah. Nous étions dans des camions de lutte contre les incendies, en convoi serré de 4 véhicules, en route vers la zone d'intervention, quand nous avons entendu des hélicoptères. 8 hélicoptères militaires noirs nous ont escortés en formation sur environ 16 km. On a supposé qu'ils faisaient simplement des exercices et qu'ils nous utilisaient comme cible factice pour l'entraînement ou quelque chose du genre. Un peu plus tard, alors que nous étions garés et sur le point de commencer notre marche vers la ligne de feu, une mince colonne de fumée a soudainement jailli à environ 200 pieds dans le ciel. C'était à peu près à 1 kilomètre de là, mais la déflagration nous a fortement secoués et le bruit était incroyablement fort. On s'est dit que ce n'était probablement pas grave, on savait qu'on se trouvait près d'une zone d'essai. 5 minutes plus tard, un appareil comme je n'en avais jamais vu a survolé notre position à environ 150 mètres d'altitude. Il était noir mat, plutôt rectangulaire, avec des ailerons et des sortes de plis en dessous. Il se déplaçait lentement et était totalement silencieux, alors j'imagine que c'était une sorte de planeur furtif. Ça paraît fou, mais il m'a tout de suite fait penser à une énorme Batmobile volante, version Tim Burton. Ensuite, des militaires sont intervenus sur notre fréquence radio et nous ont ordonné de quitter la zone immédiatement. Quand notre chef d'équipe a demandé qui parlait et pourquoi, ils ont coupé la communication, puis le commandant de l'incident, la personne responsable de la gestion complète de la situation, a pris la parole et a confirmé qu'on évacuait. On nous a envoyés vers un autre incendie à environ 160 km au sud, et on ne nous a jamais expliqué pourquoi, à part que c'était une priorité plus haute, ce qui était une excuse bidon. Le feu était déjà éteint quand on est arrivé, on a juste aidé à nettoyer. Ce qui me perturbe dans cette histoire, c'est que si l'armée ne voulait pas qu'on voit tout ça, ou si c'était dangereux, pourquoi ne nous avoir simplement tenus à l'écart dès le début ? Soit il y a eu un gros problème de communication, soit une situation imprévue a éclaté et ils ont dû nous faire dégager d'urgence, sans préavis. J'ai vu quelques lumières étranges de temps en temps, et je n'ai aucun souvenir d'avoir été enlevé, mais quand j'avais environ 12 ans, j'ai senti quelque chose de dur et rond dans mon lobe d'oreille. J'en ai parlé autour de moi et tout le monde m'a dit que c'était sûrement un bouton sous la peau, rien d'anormal pour quelqu'un de mon âge.
Mais ce truc est resté là pendant 6 mois. À force, j'en ai eu marre et j'ai décidé de faire une sorte d'autochirurgie. Je le sentais tout près de la surface, alors j'ai percé un trou dans mon oreille avec une aiguille stérilisée. Il y avait du sang partout. Je sentais toujours ce truc, alors j'ai appuyé en remontant vers le trou que je venais de percer. Et là, un minuscule objet en métal est sorti. Une boule à peu près moitié moins grosse qu'un plomb de carabine à air comprimé. Du métal noir, parfaitement sphérique, avec une rainure autour du centre et de toutes petites indentations, comme un mini ballon de golf. Alors que je la faisais rouler entre mes doigts pleins de sang, elle m'a échappé, a tourné quelques fois dans l'évier, et a disparu dans le siphon. À 12 ans, je ne savais absolument pas quoi faire avec ça, et mes parents ne m'ont pas cru du tout. Ils m'ont juste dit de mettre de l'huile essentielle sur mes boutons la prochaine fois. Je n'ai jamais rien eu de semblable depuis ce jour. Je rentrais chez moi avec ma mère après avoir passé l'après-midi chez ma tante. Il faisait beau et chaud, un après-midi parfaitement ensoleillé. J'étais assis côté passager quand un objet est soudainement apparu dans le ciel, légèrement sur notre gauche. On l'a vu en même temps, et ce qui nous a choqués, c'était surtout sa taille. Il avait la forme classique d'une soucoupe et brillait intensément à cause du soleil qui se reflétait dessus. On a continué à rouler quelques secondes en silence, complètement captivé par ce que l'on voyait, quand soudain il s'est passé quelque chose que j'ai encore du mal à croire aujourd'hui. L'objet a tout simplement disparu. Il ne s'est pas envolé, il ne s'est pas éloigné, il s'est littéralement volatilisé. Désintégré. Effacé. Peu importe le mot, il n'était plus là. J'ai regardé ma mère, et à son expression, j'ai tout de suite compris qu'elle avait vu la même chose que moi. Depuis ce jour, je m'intéresse beaucoup aux ovnis et à la possibilité d'une vie ailleurs dans l'univers. Ce que nous avons vu n'était ni un hélicoptère, ni un avion, ni un groupe d'oiseaux. Ma mère et moi en parlons encore parfois, et on n'a jamais réussi à trouver une explication logique à ce qu'on a vu ce jour-là. C'est mon histoire, et ce n'est ni une blague, ni une invention. Les gens se moquent souvent quand je la raconte, mais ça m'est égal. Je sais ce que j'ai vu. Au printemps 1997, un groupe d'enfants du quartier et moi observions la comète Hale-Bopp dans le ciel nocturne. J'ai grandi à plusieurs heures de toute grande ville, donc la vue était parfaitement dégagée. Au bout d'un moment, on a commencé à remarquer 2 points lumineux, un rouge et un blanc, qui tournaient l'un autour de l'autre tout en faisant des mouvements brusques dans toutes les directions. Rien à voir avec un avion ou un hélicoptère, ni à l'époque ni depuis. À un moment, les 2 lumières se sont fusionnées en une seule, puis cette chose a projeté 3 petits objets. On ne peut pas dire avec certitude si c'était vraiment des engins, car ça ressemblait simplement à des boules de lumière. Le phénomène a duré plusieurs heures. Juste avant de disparaître, les lumières ont accéléré à une vitesse fulgurante et se sont perdues dans l'obscurité. On est tous rentrés chez nous complètement terrifiés par ce qu'on venait de voir. Le lendemain, en première page du journal local de notre petite ville, il était écrit que plusieurs appels avaient été reçus au sujet d'étranges lumières dans le ciel. L'explication donnée était que l'aéroport local testait de nouveaux appareils. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de cette version, parce que ce qu'on a vu ne ressemblait en rien à un test aérien classique. Encore aujourd'hui, quand je revois les amis qui étaient là ce soir-là, on en parle parfois. Aucun de nous ne sait vraiment ce qu'on a vu, mais une chose est sûre, on n'a jamais revu quoi que ce soit de semblable. À Edray, en Virginie-Occidentale, une nuit il y a quelques années, mon ami, qui conduisait, et moi ramenions sa copine chez elle. Il a décidé de prendre, le long chemin, une route de campagne assez déserte. Alors qu'on roulait, je me suis mis à fixer distraitement une lumière rouge clignotante au loin. Je me suis dit tranquillement, tiens, je me demande quand ils ont construit une antenne relais ici au milieu de nulle part. Mais soudain, la lumière clignote à nouveau, et elle est bien plus proche qu'un instant plus tôt. À ce moment-là, mon ami la remarque aussi et s'arrête sur la route. Elle clignote encore, et cette fois elle est juste au-dessus de nous.
la lumière rouge est si intense qu'elle inonde l'intérieur de la voiture d'une lueur écarlate. Je me penche pour regarder directement dans cette lumière, et là, en une fraction de seconde, je suis submergé par une sensation extrêmement désagréable. C'est difficile à décrire, mais c'était comme si j'étais nu sous un immense microscope, chaque pore de ma peau scruté dans les moindres détails. Je détourne les yeux vers mon ami et lui dis de conduire, mais il reste figé, lui aussi visiblement en état de choc. Puis il revient à lui d'un coup et redémarre. Mais alors qu'on roule depuis plusieurs centaines de mètres, je remarque que la lumière ne s'éloigne pas. L'intérieur de la voiture est toujours éclairé de rouge. Je regarde par la fenêtre et, à ma grande horreur, la lumière nous suit. Elle nous a poursuivis sur 1 ou 2 kilomètres. Puis, sans prévenir, elle a viré brusquement vers la gauche et est descendue au niveau du sol, dans un petit bois juste à côté de la route. Mon ami a encore une fois arrêté la voiture et s'est mis à la fixer. Puis, comme hypnotisé, il a déclaré qu'il allait sortir pour aller la voir. Il ouvrait déjà la portière. Je lui ai attrapé le bras et je lui ai dit que s'il sortait, je prendrais le volant et je partirais sans lui. Qu'on devait partir immédiatement. Il m'a regardé, comme s'il se réveillait d'un rêve, et a appuyé sur l'accélérateur si fort que les pneus ont patiné. La lumière est restée immobile pendant qu'on s'éloignait, mais depuis ce soir-là, je ne regarde plus jamais le ciel de nuit de la même manière. Quand j'étais à la fac à Chicago, j'ai rencontré une fille vraiment canonne dans l'un de mes cours. On traînait souvent ensemble, on bossait sur nos devoirs, mais j'ai rapidement compris que j'étais coincé dans la friendzone, malgré tous mes efforts. Un soir, je l'avais invitée, elle et quelques camarades, chez moi pour qu'on travaille sur un projet. Finalement, elle a été la seule à venir. On a donc décidé d'aller se promener au bord du lac, qui se trouvait à une rue de mon appartement. On marchait tranquillement, on discutait, toujours en mode ami-ami, quand tout à coup elle a remarqué une lumière étrange qui bougeait au-dessus du lac. Je l'ai vu moi aussi. On s'est assis pour observer ce phénomène pendant au moins 1 heure. Encore aujourd'hui, je pourrais jurer que ce que j'ai vu cette nuit-là était un ovni. Ces mouvements étaient indescriptibles. L'expérience l'a complètement bouleversée, au point qu'elle s'est mise à remettre en question le sens de la vie. Et, plus important encore, ça l'a amené à passer la nuit dans mon lit. Quelques semaines plus tard, j'étais de retour au même endroit au bord du lac avec un pote, et je lui racontais ce qui s'était passé ce soir-là. Et soudain, j'ai revu la lumière. Mais cette fois, l'éclairage était un peu différent à cause de nuages bas. C'est là que j'ai compris, les fameuses lumières qu'on avait vues cette nuit-là, c'étaient simplement des oiseaux qui volaient à environ 100 mètres du rivage. Ma mère raconte une histoire étrange qu'elle a vécue avec une amie d'enfance appelons-la Lisa. Quand elles étaient adolescentes, elles étaient montées sur le toit de la maison de Lisa pour discuter et regarder les étoiles. À un moment, elles ont vu une lumière très brillante dans le ciel. Et la seconde d'après, la lumière avait disparu. Rien d'inhabituel, sauf qu'elles étaient persuadées d'être restées là-haut depuis environ 15 minutes, alors qu'en réalité plus de 3 heures s'étaient écoulées. Ma mère ne se souvient de rien entre le moment où elles ont vu la lumière et celui où elle a disparu. Quant à Lisa, elle refusait catégoriquement d'en parler. Pendant longtemps, elle répondait juste par des « je sais pas » ou « laisse tomber ». Quelques mois plus tard, ma mère a déménagé, et elles ont perdu contact pendant environ 10 ans. Lorsqu'elles se sont revues, ma mère a tout de suite senti que quelque chose avait changé chez Lisa. Elle la trouvait distante, comme dans un rêve. Elle semblait en paix, heureuse, sans raison particulière. Elles ont discuté un moment, et c'est Lisa qui a reparlé spontanément de l'incident sur le toit. Ma mère lui a dit qu'elle ne se souvenait toujours de rien. C'est alors que Lisa a expliqué qu'elle, en revanche, se souvenait de tout. Au début, c'était flou, confus, elle était terrifiée, ce qui expliquait son silence. Mais avec le temps, les souvenirs lui sont revenus, très clairement. Et pas seulement pour cette nuit-là. Elle a affirmé avoir été enlevée à 3 autres reprises. La première fois, elle se souvenait avoir été paralysée,
et qu'on lui avait fait subir toutes sortes d'expériences très intrusives. Mais à partir du dernier enlèvement, les choses avaient changé. Les êtres ne l'étudiaient plus, ils communiquaient avec elle. Pas en anglais, ni en aucune langue humaine, mais elle comprenait parfaitement ce qu'il disait, même si elle était incapable de le répéter. Ils lui ont parlé de beaucoup de choses, l'univers, la Terre. Mais le plus bouleversant, c'est qu'ils lui ont prédit qu'elle tomberait enceinte une année précise, que l'enfant ne survivrait pas, et qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Ils lui ont dit que ce n'était pas de leur fait et qu'ils avaient même tenté de l'en empêcher, sans succès. Ils lui ont aussi révélé qu'ils avaient enlevé ma mère une autre fois, après cette fameuse nuit sur le toit. Ma mère ne s'en souvient pas, mais elle fait régulièrement des cauchemars où elle est enlevée. Selon elle, ce sont juste des rêves. Lisa, elle, affirme que chaque fois qu'elle a été en contact avec eux, elle comprenait un peu plus la vérité. Quand ma mère lui a demandé ce que c'était, Lisa a simplement répondu « Tu sauras un jour ». Et elle a ajouté « Quand j'ai compris, tout est devenu merveilleux ». Ma mère a revu Lisa quelques fois au fil des ans. Elle mène une vie normale, elle n'est pas obsédée par tout ce qui est extraterrestre. Elle n'en parle que rarement, et seulement quand le sujet vient naturellement. C'est comme si ce n'était qu'une partie de sa vie, pas ce qui la définit. C'est la première fois que j'écris tout ça noir sur blanc, la première fois aussi que j'en parle à quelqu'un en dehors de ma famille. Je vais volontairement laisser de côté certains détails comme l'endroit exact ou la date, parce que j'ai encore peur de ce qui pourrait arriver si ça devenait public. C'était l'été avant mon entrée en 4e. 2 amis et moi avions décidé de nous faufiler dehors à minuit pour aller marcher dans le quartier et rendre visite à des filles qui faisaient une soirée pyjama à un pâté de maison de là. On tourne à un coin de rue et là, juste là, dans le ciel au-dessus de nous, il y a cette énorme chose noire, en forme de dirigeable. Un peu comme les photos du Hindenburg, mais encore plus grand. Et aussi proche, sinon plus. C'était gigantesque. Pas de son, pas de lumière. Rien. Le silence total. Ça devait faire la taille de 4 ou 5 terrains de football, minimum. Je n'exagère pas, même si j'étais jeune à l'époque. On est resté figé, fasciné, se demandant à haute voix si on voyait bien la même chose. On confirmait tous, à voix basse, les yeux rivés vers le ciel. La surface du truc était comme du métal noir poli, lisse, sombre, presque militaire. Il flottait là, immobile. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le temps a comme sauté. La chose avait disparu. À sa place, il y avait une sorte de petit objet lumineux en forme d'altère, suspendu dans le ciel, qui descendait lentement vers le sol, comme s'il tombait. Il laissait derrière lui des filaments de fumée blanche. Puis, 2 camions noirs flambant neufs ont surgi à toute vitesse dans la rue. Des pick-up, peut-être des F-150 ou des S-10, mais plus puissants, avec des équipements brillants à l'arrière. Ils roulaient à environ 110 km/h dans une rue résidentielle limitée à 40. Pas un mot, pas un son, juste ces véhicules qui filaient droit devant nous. Après ça, je me souviens juste de nous en train de marcher vers la maison de l'un de mes amis et de nous coucher. Il était 5 ou 6 heures du matin. Le soleil se levait. On s'était promis d'en parler à mon père le lendemain, parce qu'il travaillait pour la ville, mais on ne l'a jamais fait. L'un des amis, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. L'autre, mon meilleur pote à l'époque, on n'en a plus jamais parlé. C'est comme si un pacte silencieux s'était formé entre nous. Aucune idée du comment ni du pourquoi. On a repris contact des années plus tard sur Facebook, mais même là, c'était comme si un mur invisible nous empêchait d'évoquer ce moment. Comme si c'était trop, ou interdit. Le plus étrange, et le plus terrifiant à mes yeux, ce n'est même pas l'éventualité d'un enlèvement. C'est cette certitude que nous n'étions pas les seuls à l'avoir vu. Ce truc planait au-dessus de centaines de maisons, juste après minuit, un week-end d'été. Il faisait assez clair. Des gens étaient réveillés. Et pourtant, aucun mot. Rien dans les journaux. Rien aux infos. Pas de rumeurs, pas d'histoire. Silence complet.
Comme si tout le monde avait vu, puis oublié. J'ai envisagé l'hypnose, oui. Mais ça me fait peur aussi. Et si ce que je retrouvais dans ma mémoire n'était pas vrai? Et si j'avais juste mélangé des rêves d'enfant? Ou pire? Et puis je ne suis pas certain de pouvoir faire confiance à un hypnothérapeute. Mais ce que je sais, c'est que ça s'est vraiment produit. J'étais là. J'ai vu cette chose. Et je suis convaincu que d'autres l'ont vu aussi. C'est impossible autrement. Ce n'est pas une légende urbaine. Ce n'est pas du creepypasta. C'est arrivé. Et je ne suis pas le seul à m'en souvenir. Je ne peux pas l'être. « 1995, Colorado Springs, Colorado. J'avais 8 ans et je jouais dans le terrain de volley en sable au parc au bout de ma rue. J'étais complètement absorbé par mon jeu, j'enterrais ma collection de jouets Happy Meal dans le sable, puis je les déterrais, encore et encore. J'avais la tête baissée, mais tout à coup, j'ai ressenti le besoin irrépressible de lever les yeux, parce que le monde autour de moi était devenu silencieux. Il n'y avait plus aucun bruit ambiant. Plus de circulation, alors qu'une rue très passante se trouvait à un pâté de maisons. Plus de chiens qui aboyaient. Plus d'oiseaux qui chantaient. J'ai regardé la rue qui longeait le parc, et c'est là que je l'ai vue. Ça ressemblait à un bombardier furtif, incliné sur le côté, le nez en avant, une aile pointée vers la route, l'autre vers le ciel. Entièrement noir et brillant, aussi aucune maison, en forme de pointe de flèche. Il avançait lentement, à environ 5 km/h. Il glissait simplement au-dessus de la route. Je l'ai regardé pendant peut-être 20 secondes. Dès qu'il a disparu derrière des maisons de 2 étages, hors de ma vue, mon oui est revenu d'un seul coup. Je suis rentré en courant chez moi, le pantalon trempé d'urine, et je n'en ai jamais parlé à personne. Je ne peux pas dire avec certitude ce qui m'est arrivé cette nuit-là, mais voici ce que je sais. Je rentrais chez moi pour le week-end depuis l'université d'Indiana. Le trajet me prend environ 2 heures, et j'ai quitté Bloomington vers 22 heures. À exactement 22h53, je roulais sur une portion de route rurale à 2 voies, et j'ai aperçu ce qui semblait être des gyrophares derrière moi. J'ai pensé, super, je vais me faire arrêter. Alors j'ai tourné sur une route de campagne, environ 400 mètres après avoir remarqué les lumières. Quand la voiture s'est arrêtée et que j'ai commencé à ouvrir la boîte à gants pour sortir mes papiers d'assurance et d'immatriculation, les lumières ont soudainement disparu, et aucune voiture ne m'a dépassé. C'est là que l'histoire prend une tournure étrange, et je suis sûr que vous allez penser que j'invente tout, parce que ça ressemble vraiment à un scénario tout droit sorti d'un film ou d'un récit classique d'OVNI. L'électronique de ma voiture s'est mise à déconner complètement. La radio changeait de station toute seule, le volume montait et descendait, pendant que la lumière intérieure et les phares clignotaient et s'éteignaient puis se rallumaient. Il était alors 22h56. J'ai commencé à me dire que ma batterie devait être en train de lâcher, ou que j'avais un court-circuit quelque part dans le système électrique, alors je me suis penché pour ouvrir le capot et vérifier la batterie, et c'est la dernière chose dont je me souviens. La scène suivante, j'ouvre les yeux, et je ne vois que le ciel nocturne rempli d'étoiles brillantes. C'était une nuit froide, et j'avais l'impression de n'avoir jamais vu les étoiles aussi claires de toute ma vie. Je me suis redressé et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien. Absolument rien. J'étais au milieu d'un champ, entouré de tiges de maïs restées après la récolte. En reprenant mes esprits, j'ai commencé à paniquer. Où suis-je ? Pourquoi est-ce que je dors au milieu d'un champ ? Où est ma foutue voiture ? Je me suis levé et j'ai commencé à marcher en direction de phares que je voyais au loin, sur une route à environ 800 mètres de là. Arrivé à la première intersection, j'ai regardé les panneaux, 350 N et 50 watts. J'étais à un peu plus d'un demi-kilomètre de ma voiture, qui était garée juste à côté de la route principale. Je me suis dirigé vers les phares visibles depuis cette route. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à marcher cette distance, mais ça ne pouvait pas être plus de 10 ou 15 minutes. En arrivant à ma voiture, tous les feux étaient éteints, la batterie était morte. Ça m'a semblé étrange,
car je ne pensais pas être resté absent aussi longtemps. J'ai regardé mon téléphone, posé sur le siège passager, il était 2h17 du matin. Plus de 3 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais tourné sur cette petite route à cause des lumières derrière moi. Je me suis assis dans ma voiture, complètement hébété, me demandant ce qui venait de m'arriver. Après environ une demi-heure passée là, j'ai repensé à la batterie morte, j'ai donc appelé AA pour qu'on vienne me dépanner. Il a fallu près d'1 heure pour qu'ils arrivent, puisque j'étais assez loin de la ville la plus proche. Pendant ce temps, je suis resté assis en silence, à repasser en boucle tous les scénarios possibles dans ma tête. Encore aujourd'hui, je ne saurais pas dire ce qui m'est réellement arrivé cette nuit-là. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai aucune explication plausible pour justifier le fait que je me sois réveillé à plus d'un demi-kilomètre de ma voiture, en plein milieu d'un champ de maïs, plus de 3 heures après m'être arrêté. Je n'ai raconté cette histoire qu'à une seule personne, mon oncle. Je suis sûr que les gens me prendraient pour un fou ou crieraient au mensonge. Et je ne pourrais même pas leur en vouloir, si quelqu'un me racontait une histoire comme celle-là, qui ressemble autant à un récit d'enlèvement extraterrestre cliché, je ne le croirais probablement pas non plus. Bon, voilà. La première fois que j'ai vu quelque chose, j'avais 7 ans, à Houston, au Texas. J'aimais grimper sur le toit du suburban de ma mère, garé dans l'allée, pour observer les étoiles. Une nuit, j'ai vu une lumière extrêmement brillante flotter au-dessus de la ligne d'arbres, probablement à environ 1 kilomètre de là. J'ai crié, mais personne n'est venu voir. Je n'ai rien revu d'étrange avant mars 2008. Cette expérience a eu lieu entre le 10 et le 15 mars, mais je ne peux pas donner de date exacte, car je suis resté éveillé pendant 4 jours à essayer de trouver une explication rationnelle à ce que j'avais vu. Ça s'est passé à Tuscaloosa, en Alabama. Ma mère vivait dans un quartier résidentiel avec des maisons de jardin, toutes de même taille, de plein pied, ce qui offrait une bonne visibilité dans toutes les directions. Je suis sorti de chez un ami à exactement 4 heures du matin, par une nuit étoilée très claire. En sortant, quelque chose a attiré mon regard sur la gauche. J'ai vu une lumière clignotante d'un bleu, jaune, vert, blanc, rouge et orange très vif, qui flottait silencieusement. J'étais stupéfait et je n'ai pas voulu aller chercher quelqu'un de peur de rater quelque chose. J'ai observé l'objet passer devant la lune, juste derrière la maison de mon ami, et j'ai vu la forme du vaisseau. Il avait la forme d'une larme ou d'une graine de tournesol, et les lumières semblaient provenir de la moitié supérieure, comme s'il projetait un motif lumineux vers le haut. Il avait aussi une traînée d'échappement sombre, fine et lisse, qui se dissipait environ 15 à 20 mètres derrière lui. Tout cela s'est déroulé à moins de 400 mètres de moi. Après qu'il a dépassé la lune, j'ai couru à l'intérieur chercher quelqu'un. Il l'a vu aussi, mais l'objet était déjà trop loin pour qu'on puisse le distinguer clairement. Je suis rentré chez moi, à quelques pâtés de maison, et je me suis posté dans l'allée pour observer dans la direction d'où venait le premier engin. J'ai alors vu 2 lumières blanches et faibles qui arrivaient lentement au-dessus de l'horizon. J'ai couru réveiller ma mère. Nous sommes restés là environ 20 minutes, et 5 vaisseaux sont passés au-dessus de nous, d'abord 2, puis 2 autres, puis un seul, chacun espacé de 6 à 7 minutes, à environ 30 km/h, à une altitude de 60 mètres peut-être, complètement silencieux. Vu de dessous, chaque vaisseau avait 2 énormes lumières blanches très brillantes, peut-être de 10 à 12 mètres de diamètre chacune, tellement lumineuses qu'il était difficile d'en estimer la taille exacte. Entre les deux, il y avait une lumière rouge pulsante, qui s'éteignait puis se rallumait. Je dirais que chaque vaisseau faisait entre 45 et 60 mètres de large. Le dernier vaisseau est passé plus lentement et plus bas que les autres. Puis il a émis un son. Un bruit qui me hante encore aujourd'hui. Le mieux que je puisse faire pour le décrire, ce serait de le comparer à ces 2 sons, sauf que c'était numérique, amplifié 50 fois, et incroyablement fort. Il a fait ce son 2 fois. Je pense que c'était une sorte de reconnaissance, comme si quelque chose à bord savait que nous étions là et voulait nous le faire comprendre. Un peu comme un salut. Je me suis mis à pleurer immédiatement, incapable de comprendre ce que je venais de vivre. La deuxième grande expérience est arrivée quelques semaines plus tard. J'étais dehors dans mon allée, vers 2 heures du matin,
en train de fumer une cigarette tout en écoutant mon iPod. J'ai décidé d'activer le rétroéclairage de l'iPod, j'ai passé ma main plusieurs fois dessus, créant un motif de lumière. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu venir, mais j'ai ressenti cette sensation très forte d'être observé. J'ai levé les yeux, et juste au-dessus de moi, se trouvait un vaisseau en forme de trapèze aux bords arrondis, avec un contour rouge foncé et noir, pulsant comme de l'électricité liquide. Il était à peine à 20 mètres de hauteur, j'aurais pu le toucher avec une pierre. Il est resté là, immobile, en silence, pendant 10 à 15 secondes, tout en se déplaçant légèrement d'avant en arrière et de gauche à droite, sans jamais s'éloigner de plus de 6 mètres de sa position initiale. C'était fascinant, mais j'étais figé par la peur. Au bout de quelques secondes, j'ai levé la main pour lui faire un signe amical. Le vaisseau a alors changé de motif lumineux et s'est éloigné derrière ma maison. En y repensant, le fait qu'il ait su que je l'avais vu, mais n'ait rien fait pour se cacher, me fait penser qu'il voulait que je le suive. Mais j'étais bien trop terrifié pour y songer à ce moment-là. J'ai revu ce même vaisseau 3 autres fois, encore à Tuscaloosa, puis à Auvers et à Bessemer. À Auvers, j'étais dans un complexe d'appartements en haut d'une grande colline avec une vue dégagée. C'était la nuit et j'étais avec des amis. Au loin, j'ai vu un engin gris qui me faisait face, et qui ressemblait à un vaisseau de Hoth, désolé pour les références à Star Wars. Dès que je l'ai aperçu, il est parti à une vitesse incroyable vers la droite, sans bruit. À Bessemer et à Tuscaloosa, le vaisseau trapézoïdal est apparu sous forme blanche, a doublé de taille, puis l'arrière s'est projeté vers l'avant, comme s'il avait basculé en vitesse lumière. Je vois aussi souvent ce que j'appelle des traînées. Elles ressemblent à des étoiles filantes, mais elles sont plus basses, se déplacent plus lentement, laissent des traînées derrière elles et peuvent être de plusieurs couleurs. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange à Tuscaloosa. Je ne pouvais ni voir ni entendre, mais je ressentais des choses. J'étais allongé sur une surface froide et je sentais une sorte de matière caoutchouteuse entre mes jambes, autour de mes parties génitales. C'était très étrange, surtout sachant que de nombreuses personnes qui rapportent des enlèvements parlent de prélèvements d'ovules ou de sperme pour des programmes de reproduction. Le lendemain matin, en laissant sortir le chien, j'ai remarqué un anneau parfaitement blanc dans l'herbe, à gauche du patio. Il faisait entre 2,5 et 3 mètres de diamètre. J'ai montré ça à ma mère, qui m'a dit avoir été réveillée par un bruit cette nuit-là, mais qu'elle n'y avait pas prêté attention. Une autre expérience extrêmement déroutante a eu lieu dans mon allée, toujours à Tuscaloosa. Pour situer, c'était à moins de 500 mètres du Shelton State Community College, dans le quartier d'Englewood. C'était la nuit, et j'ai entendu une sorte de bourdonnement statique, un peu comme celui d'un avion. En regardant vers le collège, j'ai vu une fente verticale bleu clair dans le ciel, longue d'environ 200 mètres, d'où s'échappaient des courants électriques blancs sur les côtés. En l'observant, j'ai vu environ 25 objets blancs en sortir, à grande vitesse, laissant derrière eux la même traînée lumineuse que j'ai décrite plus tôt. Une fois qu'ils sont tous passés, la base de la fente est remontée jusqu'au sommet, elle s'est refermée avec un bruit étrange, puis elle a disparu. J'ai aussi eu de nombreuses expériences avec des orbes. Certaines flottent à travers le ciel, d'autres suivent des trajectoires étranges. Parfois, elles s'illuminent très intensément avant de s'éteindre. Après ma première grande expérience, j'ai commencé à faire des recherches parce que j'étais totalement perdu. J'ai découvert l'existence de témoins qu'on appelle les contactés. Ce sont des gens semblables aux enlevés, sauf qu'on continue de les suivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu autant de choses. Ce que je viens de raconter n'en est qu'une petite partie. Ma meilleure hypothèse, c'est que le fait d'avoir reconnu consciemment ce que j'ai vu a déclenché une forme de suivi. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il y a très peu de gens à qui je peux parler de tout ça sans passer pour un fou. J'envisage de consulter un hypnothérapeute pour voir s'il y aurait d'autres souvenirs enfouis. Je suis reconnaissant, mais je ne comprends toujours pas grand-chose à mes expériences. Si vous tirez quelque chose de tout ça, tant mieux. Ce n'est pas une histoire comme les autres, et je le dis d'emblée, je ne crois pas aux extraterrestres qui enlèvent des gens, pas une seconde. Mais j'ai toujours fait des cauchemars avec les grilles,
ou des cauchemars où je voyais un ovni dans le ciel, simplement suspendu là, en train de me regarder. Parfois, j'étais juste en train de vivre ma vie dans ces rêves, et quand les gris apparaissaient, un sentiment d'horreur indescriptible m'envahissait. J'essayais de fuir, mais je sentais les aliens ramper dans mon esprit. Je devenais confus, étourdi, ma vision, celle que j'avais dans le rêve, se brouillait. Mes membres ne répondaient plus correctement, puis plus rien. Le néant. Je me réveillais un peu plus tard en tremblant, sans doute en train d'essayer de me libérer d'une paralysie du sommeil. Je restais souvent éveillé pendant 1 heure ou plus, et chaque fois que je repensais au cauchemar, un frisson intense me parcourait l'échine. Parfois, ces rêves revenaient plusieurs nuits de suite, et j'avais l'impression qu'ils survenaient surtout quand je voyageais ou partais en vacances. Une nuit, j'en ai eu assez et je suis retourné dans le monde des rêves en sachant très bien ce qui m'attendait. Comme prévu, les gris sont venus et j'ai senti à nouveau leur présence dans mon esprit. Mais cette fois, alors qu'ils approchaient et que je devenais de plus en plus confus, j'ai sorti de nulle part une épée et je les ai tous tués. Je me suis réveillé et je n'ai plus jamais refait un rêve comme celui-là depuis, ça fait maintenant 3 ans. Je suis persuadé que tout ça venait uniquement de mon esprit, et que j'ai vaincu une peur née de mon enfance à force de regarder trop d'adaptations de Stephen King. Mais c'est assez fascinant de se dire, et si c'était réel? Et s'ils exploraient mes rêves et que j'avais détruit une sorte d'avatar mental qu'ils utilisaient pour communiquer? Qui sait? Je ne cherche pas à décrédibiliser les expériences des autres, mais je pense que 99% des histoires d'aliens ressemblent à ce que j'ai vécu, des rêves trop vivants et des épisodes de paralysie du sommeil. Il y a 2 ans, je promenais mon vieux chien, que son âme repose en paix, par une nuit claire d'eau dans le nord du Massachusetts. Là où je vis, près de l'Atlantique, il n'y a presque pas de pollution lumineuse et, lors d'une belle nuit comme celle-là, on peut voir les étoiles les plus faibles à l'œil nu. Je me suis arrêté un instant pour allumer une cigarette. Par pur hasard, j'ai levé les yeux au ciel juste au bon moment pour apercevoir 2 objets très petits et très faibles. Ils étaient très éloignés, mais j'ai eu l'impression qu'ils se trouvaient dans la haute atmosphère terrestre. En général, je vois souvent des satellites ou des débris spatiaux. On les reconnaît à leur mouvement rectiligne à travers le ciel. Mais ces 2 objets-là ne se comportaient pas du tout de cette façon. Ils se croisaient, s'éloignaient l'un de l'autre, puis se rapprochaient de nouveau. À un moment, ils se sont arrêtés et sont restés immobiles, puis ils ont repris leur mouvement. Ce qui s'est passé ensuite, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je suppose que je suis simplement rentré chez moi. Je me souviens d'un sentiment de joie en les voyant, pas de peur, et aussi d'une impression de connexion, comme s'il y avait d'autres êtres, ailleurs, qui vivaient la même joie et la même souffrance que nous, les humains, au quotidien. Je suis un chercheur de vérité, un amoureux, toujours en quête du véritable amour. Et je peux te dire que je n'ai ressenti rien d'autre que de l'amour pour ce qu'il y avait là-haut. Je ne raconte cette histoire qu'à très peu de gens, parce que je n'aime pas avoir à me justifier. Mais je crois que c'est une histoire qu'il faut prendre au sérieux. J'ai parfois des épisodes de paralysie du sommeil. Ce phénomène a commencé quand j'étais dans la vingtaine, et j'ai moi aussi connu le fameux rêve d'enlèvement extraterrestre. Mon père et moi avions l'habitude de regarder ensemble des émissions sur les extraterrestres, alors je pense que beaucoup de ceux qui affirment avoir été enlevés ont simplement vécu une forme de paralysie du sommeil. La première fois que ça m'est arrivé, tout a commencé par des éclairs de lumière bleue dans ma chambre, comme si quelqu'un manipulait un projecteur juste devant mes yeux. Puis j'ai senti une force invisible me saisir par la poitrine. Mon corps s'est mis à se soulever lentement, sans que je puisse bouger un seul muscle. Une lumière blanche m'a alors complètement aveuglé. Je n'arrivais plus à voir ma chambre ni à comprendre ce qui se passait. En même temps, un bruit mécanique, fort et régulier, emplissait l'air, comme si une gigantesque machine tournait juste au-dessus de moi. Quand j'ai enfin repris conscience, j'étais assis dans mon lit, le torse en avant, les bras tendus derrière moi, soutenant tout le haut de mon corps. Je respirais difficilement, comme si quelque chose m'avait compressé la cage thoracique. J'ai mis plusieurs secondes à comprendre que j'étais réveillé.
C'est de loin la paralysie du sommeil la plus marquante que j'ai jamais vécue. Avec ce genre d'expérience, je comprends parfaitement que certaines personnes, prises de panique, en viennent à croire dur comme fer qu'elles ont réellement été enlevées. Une fois que l'on a ressenti cette impression de ne pas être seul, que notre corps nous échappe, et que la lumière et le son deviennent presque trop intenses pour être réels, il est facile de basculer vers une autre explication. Ce n'est peut-être pas une histoire spectaculaire, mais elle est vraie. J'ai toujours eu le sentiment que certaines histoires de rencontres étaient authentiques. Ce qui m'a vraiment fait basculer dans la conviction, c'est une nuit en particulier, alors que j'étais dehors, seul, à observer les étoiles. Il était tard, probablement 2 heures du matin. J'étais à la campagne, loin de toute lumière artificielle. Il n'y avait presque pas de lune, peut-être même pas du tout, alors le ciel était parfaitement noir. Je regardais un point lumineux se déplacer lentement dans le ciel, de droite à gauche. Pour moi, c'était un satellite, comme ceux que j'avais déjà vus des dizaines de fois. Rien de surprenant jusque-là. Mais soudain, sans prévenir, le point lumineux s'est immobilisé. Il est resté figé un instant, puis il est parti à une vitesse incroyable, en diagonale, à 45 degrés par rapport à sa trajectoire initiale. En une seconde, il avait complètement disparu. Ce n'était ni un avion, ni un hélicoptère, et encore moins un satellite. Je n'ai jamais vu un satellite changer de direction. Jamais. Le choc m'a laissé figé sur place. Je me suis demandé pendant quelques secondes si je n'avais pas rêvé ou mal vu. Mais non, je suis certain de ce que j'ai observé. À 100%. Il n'y avait personne avec moi cette nuit-là, et c'est vraiment dommage. J'aurais voulu que quelqu'un d'autre le voie aussi. Rien ne remplace un témoin quand on assiste à quelque chose d'aussi inexplicable. J'avais 17 ans et je participais à un programme appelé Wilderness Quest, dans l'Utah. Pour faire court, un soir, notre petit groupe a vu une lumière étrange dans le ciel. Elle se déplaçait à une vitesse folle, changeant de direction sans logique apparente, comme si les lois de la physique n'avaient plus d'importance. Elle montait, descendait, tournait, repartait en arrière, le tout sans aucun bruit. Puis soudain, cette lumière a semblé percer l'atmosphère. Il y a eu un flash immense, comme un éclair silencieux qui a illuminé toute la zone. Moins d'une minute plus tard, on a entendu des grondements sourds au loin. Et là, au-dessus de nos têtes, dans un ciel parfaitement dégagé, on a vu passer 16 avions de chasse, 8 bombardiers furtifs et un énorme avion radar. Ils se dirigeaient exactement vers la zone où nous avions vu la lumière. En plein désert de l'Utah, loin de toute pollution lumineuse, on distinguait chaque silhouette, chaque mouvement. Aucun doute possible sur ce qu'on voyait. Le lendemain matin, un nouveau guide a rejoint notre groupe. Personne ne l'avait vu auparavant. Il s'est présenté rapidement et a dit qu'il avait travaillé pour le NORAD. Il nous a posé beaucoup de questions, très précises, sur ce qu'on avait vu la veille, la forme de la lumière, sa trajectoire, le moment exact de l'apparition, tout. Il ne donnait aucune réaction particulière, il prenait juste note mentalement. Et le matin suivant, il avait disparu. Plus personne n'en a parlé. On nous a dit qu'il avait dû repartir d'urgence. Personne ne connaissait son nom. Aucun autre guide ne semblait savoir qui il était. Peu après, les journaux locaux ont publié un article. Selon eux, ce qu'on avait vu était la désintégration du satellite Genesis, qui serait rentré dans l'atmosphère cette nuit-là. Mais il n'y a absolument aucune chance que ce soit vrai. Ce n'était pas un satellite qui tombait du ciel. Rien dans ce qu'on a vu ne ressemblait à ça. Une nuit, vers 4 heures du matin, je suis descendu à la cuisine pour boire un verre d'eau. Tout était calme, mais j'ai entendu un drôle de bruit venant de dehors. Un genre de bourdonnement grave, sourd, qui vibrait doucement dans l'air, presque comme si quelque chose planait juste au-dessus du sol. Je suis sorti dans le jardin pour voir d'où ça venait. Et là, je te jure que je n'invente rien, j'ai vu un objet rond, extrêmement lumineux, flotter dans le ciel. Il était juste au-dessus de moi,
à peut-être 200 mètres d'altitude. Je suis resté figé. Mon corps ne répondait plus. C'était comme si quelque chose me clouait au sol. Je ne pouvais ni bouger ni détourner le regard. L'objet est resté là un court instant, silencieux à part ce bourdonnement étrange, puis il a commencé à s'élever lentement. D'un coup, il a filé à une vitesse impossible à décrire, droit vers le ciel, et il a disparu dans les nuages d'hiver comme s'il s'était fondu dedans. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Un rêve où j'étais enlevé. C'était flou mais vif, comme un souvenir qu'on n'arrive pas à expliquer. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'était vraiment un rêve, ou si ce qu'il s'est passé a été rendu volontairement flou, comme s'il avait été maquillé pour que je le prenne pour un simple cauchemar. Je ne peux pas l'affirmer, je n'ai aucune preuve, mais quelque chose me dit que cette nuit-là, il s'est passé bien plus que ce que je comprends encore aujourd'hui. C'est le genre de souvenir qui reste là, au fond de l'esprit, et qui revient parfois sans prévenir. Et à chaque fois, ça me fout la trouille. Je rentrais à Los Angeles avec un ami, après avoir passé quelques jours en famille près de Phoenix, en Arizona. On roulait de nuit, direction ouest sur l'autoroute 58, juste après Boron, en allant vers Mojave pour récupérer la 14. On était détendus, la musique à fond, on chantait, on rigolait, tout allait bien. Puis, d'un coup, sans prévenir, je me réveille. Je suis au volant, mais la voiture est arrêtée. On est garé sur le bas-côté, les phares éteints, personne autour. Je regarde l'horloge et je vois qu'environ 3 heures se sont écoulées. Je n'ai aucun souvenir de m'être arrêté, ni de m'être assoupi. C'est comme si le temps avait été coupé. Mon pote dormait encore à côté de moi, comme si rien ne s'était passé. Je l'ai réveillé, et quand il a compris la situation, on a tous les deux eu un moment de panique. C'était comme si quelque chose d'invisible nous avait mis sur pause. On a vérifié nos affaires, tenté de se rappeler ce qu'on faisait juste avant. Rien. Aucune mémoire du moment où la musique s'est arrêtée, aucun souvenir d'avoir ralenti ou de s'être arrêté. Après s'être calmé tant bien que mal, on est rentré à la maison sans dire un mot de plus. Depuis ce jour-là, on n'a quasiment jamais reparlé de cette nuit. Pas parce qu'on l'a oublié, mais parce qu'aucun de nous n'arrive à l'expliquer. C'est comme un vide, un morceau de réalité qui a disparu sans laisser de traces. Et franchement, ça reste l'un des moments les plus troublants de ma vie. Ce n'est pas moi qui ai vécu cette histoire, mais dans les années 70, la sœur de ma mère était mariée à un homme qui affirmait non seulement avoir vu un ovni, mais aussi avoir été emmené à bord, examiné, sondé, tout ce qu'on entend dans ce genre de récit. Ce type n'était pas n'importe qui. Il était officier de la patrouille autoroutière, et ce qu'il racontait se serait passé alors qu'il était en service, en pleine nuit, seul dans sa voiture de patrouille. Il se souvenait avoir vu des lumières étranges sur la route. Puis, plus rien. Un trou noir de 2 à 3 heures. Il ne comprenait pas ce qu'il s'était passé. Plus tard, il a été placé sous hypnose, et c'est là qu'il a commencé à se souvenir des détails, l'enlèvement, l'intérieur du vaisseau, les examens qu'on lui aurait fait subir, les formes, les visages. Son témoignage est allé assez loin pour qu'il soit mentionné dans plusieurs ouvrages spécialisés sur les ovnis. Il existe même une vidéo de lui sur YouTube, où il raconte ce qu'il a vécu. Son nom est Herbert Shermay. Leur mariage n'a pas duré, et aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, mais son histoire est restée. Que l'on y croit ou pas, le fait qu'un agent de police raconte ce genre d'expérience avec autant de précision et de certitude laisse forcément une impression étrange. Quand j'avais 5 ans, je campais dans le jardin avec mon cousin, à l'arrière de la maison. Il faisait encore sombre, l'aube commençait à peine à se lever. Et c'est là que je les ai vus. 3 silhouettes, fines, grises, avec ses grands yeux noirs sans expression. Des gris, comme on les appelle souvent. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps était totalement figé, comme paralysé. Ce n'était pas un rêve. Je me souviens très bien de la panique que j'ai ressentie, pas à cause d'eux en soi, mais parce que je ne pouvais rien faire, ni crier ni courir.
Ils m'ont observé quelques secondes sans rien dire, sans aucun geste brusque. Puis, sans prévenir, ils ont tourné les talons et sont repartis dans le noir. Je n'ai jamais compris pourquoi ils étaient venus, ni pourquoi ils étaient repartis aussi simplement. Des années plus tard, à 19 ans, je campais de nouveau, cette fois dans le désert du Nouveau-Mexique, non loin d'une école pour enfants sourds. En pleine nuit, on a été réveillé par des cris. Des cris très étranges, presque inhumains, qui semblaient flotter dans l'air sans direction claire. On a sauté hors de la tente pour comprendre ce qui se passait. À une trentaine de mètres de là, au milieu d'un champ vide, il y avait cet objet immense, suspendu dans les airs. Il brillait comme s'il était composé de lumière pure, et sa forme ressemblait à un abat-jour retourné, énorme et parfaitement immobile. On l'a regardé sans dire un mot, complètement stupéfait. Puis, sans avertissement, l'engin a commencé à monter lentement, presque majestueusement. Une seconde plus tard, il a accéléré d'un coup, disparaissant dans le ciel à une vitesse qu'aucun avion ne pourrait atteindre. Et tout là-haut, il a éclaté en silence, comme un feu d'artifice figé, une lumière qui s'éteint dans le vide. Ces deux moments sont restés gravés dans ma mémoire, séparés par des années, mais liés par un même sentiment de mystère total. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu, ni pourquoi moi, ni pourquoi alors. Mais je sais que c'était réel. Eh bien, c'est parti. Je suppose que je peux me considérer comme une personne enlevée par des extraterrestres. Quand j'étais enfant, j'ai vécu des expériences d'enlèvement. Je restais éveillé toute la nuit, allongé dans mon lit, dans un état d'hypervigilance, essayant de surveiller en même temps la porte de la chambre, celle du placard, les fenêtres et les murs autour de moi, jusqu'à m'endormir d'épuisement. J'ai plusieurs souvenirs des petits extraterrestres gris me saisissant par le poignet pour m'emmener dans des endroits hors de ma chambre, ou qu'ils m'aient emmené, rien qui ressemble à un vaisseau, juste une pièce simple, en train de compter ma colonne vertébrale, ils faisaient courir leurs doigts sur mes vertèbres une à une, et dans mon esprit d'enfant, je pensais qu'ils les comptaient, entrant dans ma chambre à travers les murs, et ainsi de suite. J'ai une peur terrible des aiguilles et je crains toujours que l'infirmière touche l'os de mon bras avec l'aiguille. Les petits gris mesurent environ 1 mètre, à peu près la taille de jeunes enfants, des gris classiques. Une grosse tête, de grands yeux d'insectes. Leur torse et leurs membres sont très fins, à tel point qu'on se demande comment ils tiennent debout et marchent droit avec une tête aussi grosse. Leurs doigts sont très longs, et ce sont leurs longs doigts et leurs yeux qui sont les choses les plus inquiétantes. Être avec eux, c'est comme se retrouver dans une pièce avec une poupée ou un mannequin très inquiétant, sauf qu'ils bougent et sont vivants. Ils dégagent une sensation extrêmement troublante. Leur peau est grise et ne semble pas être de la chair, elle donne l'impression d'être faite de pâte à modeler ou d'un matériau similaire. Ils n'ont ni rides ni muscles, leur peau ne se plisse pas quand ils bougent, et on ne voit aucun muscle bouger sous la surface. Ils n'ont pas l'air d'avoir de personnalité ni de volonté propre, ce sont juste des sortes de drones. J'imagine qu'ils restent debout dans un placard lorsqu'ils ne travaillent pas. Mais ils semblent tout de même organiques, ce ne sont pas des machines ou des robots. Cette peau et ces yeux sont bien les leurs, ce ne sont pas des combinaisons ou des casques. J'ai aussi le souvenir d'un grand extraterrestre gris, peut-être d'environ 1,80 mètres, auquel j'étais amené une fois que les petits avaient terminé avec moi. Elle avait clairement une personnalité, une présence. Sa peau avait plus de caractéristiques, elle n'était pas simplement lisse comme celle des petits. Je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était une femelle, peut-être à cause de ses traits plus fins. Elle me regardait dans les yeux avec ses grands yeux, et elle pouvait voir toutes mes pensées. Je sentais sa présence dans ma tête. Elle me disait des choses, manifestement pour essayer de me convaincre ou de me faire adhérer à ce qu'elle disait. Je pouvais reconnaître que ses pensées n'étaient pas les miennes, mais cela ne semblait pas la déranger. Résister à sa volonté, c'est comme essayer d'arrêter une voiture lancée en roue libre dans une pente, c'est elle qui vous pousse. La sentir dans mon esprit est une expérience profondément déstabilisante, que je pourrais presque comparer à un viol, même si je ne sais pas vraiment ce qu'est un viol, et j'imagine que c'est bien pire. Mais j'essaie de donner une idée de ce que cela fait. Ce n'est ni cool ni amusant. Quelqu'un est dans votre sanctuaire le plus intime, votre esprit, vos pensées, et vous ne l'avez pas invité,
vous ne le voulez pas là, et cette personne fait exactement ce qu'elle veut. À divers moments, elle m'a dit télépathiquement, ne produis pas trop de déchets, sinon les gens vont tomber malades, et arrêtez de couper autant d'arbres. Elle m'a aussi dit, nous te sommes très reconnaissants pour ton aide, tu nous aides beaucoup dans notre projet, et ne parle pas de nous aux autres, car ils ne peuvent pas nous voir, et cela ne ferait que les perturber. Elle essayait de me faire sentir que ma présence là-bas avait un sens, mais je n'y croyais pas. Je voulais juste qu'ils me ramènent chez moi. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. C'est comme quand on est enfant, et qu'un professeur essaie de vous féliciter pour avoir fait quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, comme balayer ou ranger. Tu as très bien balayé. Tu nous aides beaucoup. On s'en fiche d'aider le professeur, on veut juste aller jouer ou autre chose. Eh bien moi, je me fichais de ce que disait la grande. Je voulais juste rentrer chez moi. Ils ne m'ont jamais révélé de secrets de l'univers, et je n'ai jamais eu d'expérience avec des hybrides ni d'autres types d'aliens que les gris. Pour ce que ça vaut, j'ai vécu des épisodes de paralysie du sommeil, et pour moi, ce n'est pas la même chose, tout comme un rêve n'est pas une terreur nocturne, et une terreur nocturne n'est pas une paralysie du sommeil. Dans une paralysie du sommeil, je fais un rêve, ou cauchemar, ou une présence physique, hostile ou en colère, me retient ou me malmène. Je panique quelques instants, je me rends compte que je ne peux pas bouger, puis je me réveille en sursaut. Une fois réveillé, tout s'estompe rapidement, comme un cauchemar qui semble moins réel une fois qu'on est éveillé. Avec les enlèvements extraterrestres, je ne me rends pas compte qu'ils ont eu lieu. Je me réveille simplement en me sentant très mal, parfois plusieurs jours de suite, et je peux avoir des sortes de rêveries sur les extraterrestres ou me rappeler des scènes vues dans des émissions sur les enlèvements. Il m'arrive aussi de me réveiller très tôt le matin avec la sensation qu'ils viennent juste de partir. Je ne peux plus dormir pendant des heures, et je suis très conscient et effrayé par les portes et les fenêtres. Je suis un homme adulté, quand ça arrive, il me faut au moins 1 heure avant de réussir à me rendormir. Enfant, je me souviens avoir trouvé un livre sur les enlèvements extraterrestres à la bibliothèque, et c'était comme si une porte s'était ouverte. Ma mère nous a ensuite emmenés au MCDO, et j'ai fini le livre là-bas. Je ne pouvais pas le lâcher, et pendant 3 jours, j'étais sous le choc. C'était comme une confirmation qu'ils étaient réels, que d'autres personnes les connaissaient, et que je n'étais jamais vraiment en sécurité face à eux. Par la suite, adolescent, j'ai mis la main sur tous les livres et émissions parlant d'enlèvement que je pouvais trouver. Ils me terrifiaient, mais je ne pouvais pas m'empêcher de les lire. J'ai des opinions très tranchées sur les représentations des extraterrestres gris. Certaines me semblent très fidèles, d'autres donnent l'impression d'être des versions stylisées imaginées par quelqu'un qui ne les a jamais vues. En gros, plus ils paraissent réalistes ou humains, avec des traits du visage comme les joues, le nez, les rides ou une musculature visible sous la peau, moins cela me semble authentique. Leurs yeux doivent être totalement insectoïdes, qui s'étendent sur les côtés du visage, pas tournés vers l'avant comme ceux d'un humain. Je pense qu'une guêpe ou une menthe religieuse a les yeux les plus proches de ceux d'un alien. Certains chats ont aussi des yeux qui rappellent ceux des aliens. Dans la vingtaine, j'ai commencé une thérapie, je souffre de dépression, et pendant certaines séances très intenses, j'ai revécu les souvenirs des aliens, ceux que je viens de décrire. Je ne pense pas que les souvenirs aient été refoulés, c'est juste que je n'avais jamais osé les rappeler à ma mémoire, car tout cela est terrifiant. Je pense que c'est une forme de stress post-traumatique, ça affecte réellement le sommeil et l'humeur. Après cette séance, je tremblais tellement que la thérapeute ne voulait pas me laisser partir en voiture. Elle a dû me faire des exercices de respiration pour que je me calme. Si je n'étais pas moi-même, je serais complètement sceptique, et je penserais que l'enlèvement extraterrestre n'est qu'un autre type de paralysie du sommeil. Ou que trop lire de livres d'horreur sur les aliens finit par pourrir l'esprit. Ou encore que c'est un souvenir de couverture pour des abus sexuels. Mais pourquoi inventer des aliens? Ils sont petits comme des enfants et ont l'air frêles. Ils ne m'ont jamais touché sexuellement, en tout cas. Mais avec les expériences que j'ai vécues, je ne peux pas y croire. Même s'ils créaient une expérience scientifique capable de prouver, par des ondes cérébrales, que certains types de paralysie du sommeil correspondent au phénomène d'enlèvement, je continuerai à croire que c'est réel,
parce que ces expériences le paraissent vraiment, même après le réveil. Ce n'est pas comme un rêve, un cauchemar, ou une paralysie du sommeil. Je ne crois pas que les aliens soient des créatures organiques évoluées sur une autre planète voyageant dans des vaisseaux ultra avancés, la physique du voyage plus rapide que la lumière ne fonctionne pas. La seule explication que je peux envisager, c'est qu'ils soient capables de voyager entre les dimensions, peut-être qu'ils viennent d'une autre dimension, ou qu'ils existent en tant qu'entités indépendantes dans la conscience humaine. Je sais que ces deux idées sont complètement folles, mais pour moi, ces créatures sont plus que des cauchemars. Je sais qu'au niveau logique, c'est une sorte de trouble du sommeil ou un dysfonctionnement cérébral, mais laissez-moi vous dire que ceux qui en souffrent, souffrent vraiment. Certains ont inventé un nom pour cela, trouble post-enlèvement. Ils n'essaient pas de dire que les enlèvements sont réels, juste d'aider les personnes qui vivent ces expériences. Bien sûr, ce n'est pas pris très au sérieux, et je comprends pourquoi. Mais j'aimerais que les personnes concernées puissent en parler plus librement, sans peur du ridicule ou du rejet. Je sais à quel point cela peut sembler insensé pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. C'est la chose la plus complète que j'ai jamais racontée à ce sujet. Je ne suis pas intéressé par les groupes de soutien ou ce genre de choses, j'ai le sentiment qu'ils sont tous convaincus d'un complot gouvernemental. Et moi, les théories du complot ne m'intéressent pas. Je me souviens être sorti de chez moi parce que je voyais à travers la fenêtre un incroyable jeu de lumière. C'était comme des LED rouges, blanches et bleues, un peu comme celles qu'on voit dans les salles de jeux pour enfants, mais extrêmement brillantes, au point d'éclairer toute ma maison. En sortant, j'ai vu un immense vaisseau en forme de soucoupe qui tournait à une vitesse incroyable, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais le seul dehors cette nuit-là à assister à cette scène incroyable. J'avais perdu tous mes sens sauf la vue. Je ne pouvais ni entendre, ni sentir, ni percevoir le froid ou quoi que ce soit d'autre, alors que j'étais sûr qu'il faisait un froid glacial ce soir-là. Et comme j'habitais sur un chemin de terre, j'étais habitué à l'odeur de la poussière dans l'air. Pourtant, je ne sentais rien. Le vaisseau tournait si vite qu'il semblait se liquéfier tout en gardant parfaitement sa forme de soucoupe. Puis j'ai vu un éclair de lumière blanche, et j'ai été transporté, je ne sais comment, à la Ramada de mon lycée. À l'époque, je vivais au Mexique, mais j'allais à l'école en Arizona, donc on peut bien imaginer que je ne m'y suis pas rendu en somnambule. J'étais allongé sur l'une des nombreuses tables installées sous un grand toit métallique. Je ne pouvais pas bouger, j'étais torse nu, et j'avais du mal à respirer. Je ne pouvais toujours ni sentir, ni entendre, ni percevoir quoi que ce soit d'autre. À côté des tables se trouve le terrain de foot et de soccer, et là, au milieu du terrain, je pouvais voir que le vaisseau avait arrêté de tourner. Il semblait désormais immobile, posé au sol, sans émettre de lumière ni aucun mouvement. Immédiatement après, j'ai été entouré par ce que tout le monde reconnaît comme des extraterrestres gris. Ils étaient très grands et terrifiants. J'ai essayé de crier de toutes mes forces, mais rien ne sortait. J'étais paralysé de peur, mais je pouvais sentir mes cris coincés dans ma poitrine. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils m'entouraient et fixaient mes yeux. Leurs yeux noirs, en forme de fentes inclinées, comme ceux qu'on voit toujours dans les représentations. Chacun portait un uniforme d'une couleur différente, fait d'un matériau incroyablement réfléchissant, que je n'avais jamais vu auparavant. C'est tout ce dont je me souviens de cette nuit-là. Ensuite, j'ai fermé les yeux, et je me suis retrouvé debout exactement à l'endroit où j'avais vu les premières lumières rouges, blanches et bleues. J'ai commencé à pleurer, puis je suis allé dormir, et je n'ai jamais parlé de cette nuit à personne. J'avais environ 8 ans lorsque j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. J'étais allongé dans mon lit quand une silhouette sombre est entrée par la fenêtre de ma chambre. J'étais un expert pour faire semblant de dormir, les avantages étaient nombreux, éviter le catéchisme, la messe, et se faire porter jusque dans son lit après les longs trajets en voiture, donc j'ai fait pareil pendant que cette silhouette me portait à travers la fenêtre. C'était tellement surréaliste qu'à ce moment-là, j'ai compris que c'était un rêve. Les yeux toujours fermés, je ne ressentais que la sensation de monter, comme si je m'élevais. Puis je me suis arrêté, j'ai ouvert les yeux, et je me suis retrouvé dans une pièce sombre,
éclairée par des lumières rougeâtres. Je ne saurais pas la décrire correctement, car cela remonte à longtemps, c'était dans un état de rêve, et surtout, c'était totalement irréel. J'ai senti juste une petite piqûre douce à l'arrière de ma main gauche et à l'avant de ma main droite. Et la seconde d'après, j'étais de nouveau dans mon lit, avec une envie incontrôlable de pleurer. Je suis descendu en courant vers ma babysitter et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle a fait la réponse classique, ce n'était qu'un rêve. Et évidemment, je l'ai cru. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai remarqué la cicatrice à l'arrière de ma main gauche, ainsi qu'un morceau de métal clairement visible, environ de la taille d'une petite bille, sous la peau de ma paume droite. Au cours des années suivantes, ce métal faisait souvent gonfler ma peau autour de lui, provoquer des verrues, déclenchait les détecteurs de métaux, et intriguait tous les médecins que je consultais. Il devenait beaucoup plus irritant dans certains endroits comme les églises, les aéroports ou près des disjoncteurs électriques. Je ne l'ai jamais fait retirer, car j'avais peur d'être anesthésié, et puis j'aimais un peu l'idée d'être différent avec ça en moi. 5 ans après l'incident, le morceau de métal est tombé tout seul, et maintenant il ne reste qu'une légère tache grisâtre à cet endroit. Je suis convaincu que c'était des extraterrestres. J'en suis certain au plus profond de moi. J'ai toujours la cicatrice sur la main gauche, même si elle a beaucoup rétréci avec le temps. C'était la nuit. J'ai été réveillé, je ne me souviens pas de ce moment. J'étais debout devant une porte entr'ouverte. Elle était en partie en verre, donc je pouvais voir à travers. Je la fixais, sachant exactement ce qui allait se passer. Il allait me rendre visite. Je ne pourrais pas dire consciemment qui il était, mais je sentais sa présence. Il flottait, ou bien il avait une manière étrange de se déplacer, comme s'il glissait dans l'air. Il ne marchait pas, il lévitait, tout simplement. D'abord, j'ai vu sa grande tête blanche, au profil anormalement plat. Il s'est approché de moi. Son visage était à moins de 30 cm du mien. C'était un gris, un extraterrestre typique. Mais il n'était pas petit. Je mesure un m85, et il était légèrement plus grand que moi. Il était si près que je ne pouvais plus rien voir d'autre que ses grands yeux noirs en forme d'amande. Il me regardait, ou regardait à travers moi. Et à chaque seconde qui passait, j'avais l'impression d'être aspiré vers lui. Dès qu'il s'est approché de mon visage, il a commencé à faire quelque chose. Je ne crois pas aux fantômes, mais ce qu'il m'a fait, je ne peux le comparer qu'à une sorte de dévoration de l'âme. J'ai eu l'impression qu'il extrayait la partie la plus profonde de mon être. Il a commencé à me montrer des choses. Il me faisait ressentir des émotions. C'était tellement intense que je n'arrivais pas à en prendre conscience pleinement. Des dizaines de sensations différentes, des images de la fin du monde. Il m'a montré pourquoi j'étais insignifiant. J'entendais des centaines d'âmes hurler, incapables de supporter ce qu'elles voyaient. Il m'a montré ce qu'il leur avait fait. Je voulais détourner la tête, mais j'en étais incapable. Son visage attirait mon regard comme un aimant. Il y avait comme des vibrations autour de lui, autour de sa tête. Quand il ne me projetait pas d'émotion, il me parlait, ou plutôt, il communiquait ses pensées. Ça va sembler étrange, mais ce n'était pas du langage, et pourtant j'entendais clairement sa voix. C'était la chose la plus puissante que j'ai jamais entendue, et elle résonnait dans ma tête. Ses pensées étaient formulées avec une clarté impossible. J'ai essayé de résister à cette intrusion mentale, mais je me suis senti complètement submergé. C'était comme essayer de battre un superordinateur en calcul mental, avec seulement un boulier. Je ne pense pas qu'il était malveillant. Ce qu'il m'a montré, c'est que nous, les humains, ne comptons pas vraiment. Il m'a fait revoir mes luttes, mes attachements, mes préoccupations, et m'a fait comprendre que tout cela est dérisoire. Il m'a fait sentir que nous faisons partie d'un système bien plus vaste, mais que nous sommes, au fond, superflus. Ils ont un besoin de nous, mais c'est juste un engrenage de leur plan. Et ils savent qu'il existe beaucoup d'autres mondes. La chose suivante dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé le matin. J'en ai parlé à tout le monde. On m'a regardé bizarrement, mais je sais que c'était réel.
Ce n'était pas un rêve. Ce type était réel. C'est l'être le plus puissant que j'ai jamais rencontré ou même entendu mentionner. Aucun film, aucune histoire n'a jamais dépeint une créature aussi puissante. Il émanait de lui une omniscience, une forme de savoir total. Je me souviens aussi qu'il y avait d'autres êtres comme lui, mais ils n'étaient pas vraiment séparés. Soit c'étaient différentes formes de lui, soit ils partageaient une conscience unique, une volonté commune. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il m'aurait choisi, pourquoi me montrer tout ça. À quoi cela sert-il? C'était il y a 4 ans. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Désolé si ce n'est pas très structuré, mais je voulais le partager. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.